Chers amis, la matinale se poursuit. Merci d'être là ce matin sur Tocsin. On va parler d'éducation. Vous savez que ce sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur. L'éducation, le pas vers la citoyenneté, le pas vers une population émancipée. Et pour en parler, qui de mieux que Deniso? Bonjour Deniso, comment allez-vous? Bonjour Nicolas Vidal, très bien, merci. Ben merci d'être là, en tout cas, dès cette rentrée pour nous parler de tout ça. Vous savez, dès qu'il y a, je veux parler d'éducation, j'aime bien vous avoir parce que vous avez quand même une connaissance assez pointue et une parole très libre. Et ça, c'est toujours intéressant. Je vous présente, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien entendu, vous êtes professeur de droit à l'Université du Mans et vous avez publié surtout, chers amis, notez bien ce livre, notez-le bien, ce livre-là. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire les ravages de la photocopieuse? C'est un excellent livre. On en a déjà parlé la saison dernière sur Tocsin avec Aude Deniso, que je remercie d'être là ce matin. Donc n'hésitez pas, sortez vos petits calepins, continuez à écrire parce qu'Aude Deniso vous incite à écrire. La calligraphie, la graphie, c'est extrêmement important. Donc n'hésitez pas à noter et acheter ce livre. Vous allez voir, c'est passionnant. Allez, nous, ce matin, Aude, je vous ai appelé pour qu'on fasse un point sur la rentrée scolaire. C'est un peu un marronnier, sans mauvais jeu de mots, mais tout de même, la rentrée scolaire, l'année dernière, on avait parlé, rappelez-vous, des speed dating, hein, des professeurs notamment sur l'Académie de Versailles. On se rend compte là aussi que Nicole Belloubet, qui est ministre démissionnaire d'éducation nationale, qui est toujours là et qui a fait une énorme bourde en conférence de presse il y a 10 jours, mais une énorme bourde avec ses groupes de niveau et ses groupes, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, groupes de niveau et voilà. Les groupes de besoins, c'est formidable. Je pense que McKinsey doit être derrière pour nous sortir des âneries pareilles. Une première question, effectivement, une problème de moyens également, des enseignants qui ne seront probablement pas tous devant des élèves. On nous avait dit un enseignant devant chaque classe, ou devant chaque élève, ou moins chaque classe. Là aussi, la ministre a avoué que ils allaient se faire le maximum. Hein, ça n'a rien changé, Aude. Oui, elle est assez prudente. Après nous avoir dit que la rentrée était prête, elle rétropédale en disant on fera le maximum. Je suis pas sûre que le maximum ait été fait parce que à l'heure où on se parle, il y a encore beaucoup d'enseignants contractuels qui savent qu'ils vont travailler, mais qui ne savent pas encore ni dans quel lycée, ni évidemment dans quelle classe. Donc voilà, les ajustements ne sont pas faits. Ça veut dire qu'il y a encore des élèves qui n'ont pas encore leurs enseignants. Et puis, à ce problème-là des contractuels, voilà, qui auraient pu être anticipés davantage, hein, c'est quand même très grave. On s'y prend au dernier moment pour essayer de voir quels lycées ont besoin d'enseignants contractuels et pour les affecter. Il aurait fallu travailler en amont. Je crois que l'Académie de Créteil l'a fait, mais il y a d'autres académies où ce n'est pas le cas. Et puis, à ces problèmes-là, eh bien, peuvent s'ajouter aussi des problèmes administratifs. Il y a eu des jeunes, lundi, lycéens, ils sont arrivés. Les professeurs, alors oui, il y avait des professeurs qui les ont reçus, mais ils leur ont dit, on n'a pas vos emplois du temps, on n'a pas la liste de vos professeurs, nous ne serons peut-être pas vos professeurs et on ne sait pas qui est votre professeur principal. Donc voilà, rentrée pas prête du tout. Et effectivement, on va de Karim Ancilla dans cette éducation nationale. Vous le dénoncez très régulièrement, Aude, et on va continuer à en parler ce matin. Je voulais qu'on parle avec vous. J'aimerais qu'on parle un peu des uniformes. Il y a effectivement des tests qui sont mis ça et là. Sur la base du volontariat, hein, il faut quand même le dire. C'est toujours sur la base du volontariat. C'est Gabriel Attal, le volontaire. Qui était à une époque, lui, qui avait un truc Premier ministre aujourd'hui, qui a lancé ça. Je crois que même qu'il l'avait peut-être lancé, évoqué lorsqu'il était le éphémère ministre de l'Éducation nationale. Ouais, aujourd'hui, franchement, Aude, les uniformes, vous pensez que c'est une bonne chose concrètement, cette uniformisation au niveau des classes? Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. L'uniforme en général et puis est-ce que c'était la mesure phare qui s'imposait en France en 2024. Moi, personnellement, l'uniforme, je pense que c'est une bonne chose. J'ai eu des enfants scolarisés à l'étranger et donc j'ai vu ce que c'était que l'uniforme, le vrai, hein, voilà. Et je trouve que ça présente beaucoup d'avantages, c'est très simple, il n'y a pas de conflit. Et j'ai pu mesurer la différence lorsque mes enfants sont revenus en France. Il y a sans arrêt des problèmes et mon pantalon est
été troués à la vie scolaire, ils m'ont dit que ceci, enfin voilà. Donc, l'uniforme en soi, et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de pays dans le monde qui l'adoptent, qui le conservent, qui ne le suppriment pas, ça présente beaucoup d'avantages. Maintenant, évidemment, c'était pas la mesure prioritaire. Il faut d'abord payer mieux les enseignants. Il faut que les élèves aient d'abord une chaise et une table pour s'asseoir. Il y a quand même des lycées où les élèves n'ont pas de chaise, ils sont sans arrêt dans les interclasses à échanger les chaises, les tables. Il y a des écoles maternelles où il y a des rats. Donc, voilà, ce n'était pas une priorité, ça très certainement. Et penser que tout va aller mieux grâce à un uniforme, c'est illusoire. C'est quelque chose à laquelle il faut penser une fois que l'essentiel est là. Surtout qu'il n'y a pas de tradition d'uniforme en France. Après, ça peut présenter des avantages, mais voilà, faisons les choses peut-être dans l'ordre. Oui, effectivement, je partage assez votre analyse, Deniso, à ce sujet-là. Je voudrais qu'on parle aussi rapidement du téléphone portable. Gabriel Attal nous a parlé de poste numérique, notamment un téléphone portable qui serait interdit je dis toujours serait avec la Macronie, parce que c'est toujours serait, serait interdit donc dans 200 collèges de France. Là aussi, est-ce qu'on commence à partir sur une idée qui pourrait rasséréner les élèves et leur permettre d'être au moins peut-être un peu attentifs en classe plutôt que d'envoyer le message sur Snapchat ou sur TikTok ou je ne sais trop où encore? Alors d'abord, je rappelle que depuis 2018, les téléphones portables sont interdits dans les collèges. Voilà. D'accord. Sauf si le règlement intérieur prévoit donc son utilisation pour des usages pédagogiques et dans certains espaces et dans certaines circonstances. C'est-à-dire que le règlement intérieur du collège peut dire entre 13h et 14h, le téléphone est autorisé dans la cour. Mais il faut que ça soit précisé. À défaut, le principe, c'est l'interdiction. Voilà. Donc, si on introduit une pause numérique aujourd'hui, ça veut dire que la loi de 2018 a été un échec total. Bon, il y a quand même une autre question que je me pose, c'est qu'avant cette rentrée scolaire, moi, des collèges où le téléphone était vraiment interdit, j'en connaissais déjà. Dans ces 200 collèges, je rappelle qu'il y a 7000 collèges en France. Là, on parle de 200, c'est quand même pas beaucoup. C'est un échantillon, Aude. C'est un échantillon. Voilà. C'est 2,8% des collèges. C'est rien du tout. Mais est-ce que ce n'étaient pas des collèges qui, déjà avant 2024, voire même pour certains avant 2018, avaient déjà interdit le téléphone? Et bien ça, on ne le sait pas. Je n'ai pas réussi à trouver d'où venait ce chiffre de 200. Est-ce que ce sont des collèges qui se sont nouvellement lancés dans cette pause numérique ou est-ce que ce sont des collèges où on avait déjà introduit cette règle? Donc, ça ne va pas changer grand-chose au niveau national. Et là, je crois qu'il faut faire preuve d'une grande fermeté à l'égard du téléphone. Enfin, c'est sidérant. Déjà, moi, à l'époque, en 2018, j'avais beaucoup critiqué la loi. J'avais dit qu'il était inadmissible qu'il y ait des exceptions à cette interdiction au collège, qu'un usage pédagogique du téléphone portable, ça n'existe pas. Et donc que la loi ne devait pas prévoir cette exception. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces histoires de téléphone dans la cour, dans les couloirs? Enfin, il faut interdire tout ça, purement et simplement. Il n'y a pas de règlement intérieur qui devrait pouvoir tolérer quelques usages. Oui, parce que ça pose un sacré problème. Je vois, moi, où j'habite, on a le passage d'un collège, de cheminement vers le collège. Les gamins sont tous avec le téléphone. Ils sont par 4, ils sont par 5, ils sont par 6. Ils ont tous le téléphone dans la main. Et alors qu'ils sont ensemble, ils marchent ensemble sur le trottoir. Enfin, je trouve ça d'une aberration, mais ça fait flipper. Hein. Moi, personnellement, ça me fait flipper en tant que citoyen. Oui, tout à fait. Alors, on ne cesse de nous dire que les écrans sont mauvais pour la santé, sont mauvais pour les yeux, que les jeunes passent leur temps à regarder des films pornographiques, etc. Mais on ne fait rien pour limiter le désastre.
Bon, on va parler de ça maintenant, le désastre, et il est aussi dans les niveaux, le désastre, et on va en parler. Merci Denisot ce matin d'être là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Denisot, professeur de droit à l'Université du Mans. Vous avez publié Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire les ravages de la photocopieuse audition Henrik. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est extrêmement important, c'est passionnant. Et si vous l'avez lu, recommandez-le à vos amis, à vos proches. Allez, on continue là-dessus, le groupe de niveau. Nicole Belloubet, ministre démissionnaire, qui a fait la rentrée, qui a fait une conférence de presse et qui a fait une énorme boulette, une énorme lapsus, ce qu'on appelle un lapsus, mais là on est au niveau de la boulette, et parce qu'elle a parlé encore des groupes de niveau, et il y a eu là-dessus une fronde au sein de l'éducation nationale. Il ne faut pas parler de groupe de niveau. Finalement, on parlait ça de groupe de besoins. Groupe de besoins, groupe de niveau, qu'est-ce qu'on doit comprendre, Aude, dans ces terminologies un peu ineptes, à mon sens? Ce sont des synonymes, il s'agit exactement de la même chose. Je crois que voilà, c'est très clair pour les établissements. On va répartir les élèves selon leur niveau, donc selon leurs besoins. Mais ce qui est étrange, c'est ce qui est attendu derrière. Moi, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe, c'est-à-dire l'objectif, c'est de réduire les inégalités de niveau. Donc, on s'imagine qu'en mettant les élèves dans 3 groupes différents, attention parce qu'ils auront des moments ensemble, eh bien cette séparation, ça va permettre aux plus faibles d'atteindre le niveau des plus élevés. Mais cependant, les meilleurs élèves vont continuer à travailler de leur côté. Donc, ça ne marche pas, cette idée de réduire les différences de niveau. Donc, voilà, c'est un peu étrange comme manière. Donc, finalement, ça ne sert pas à grand-chose concrètement. Et puis, j'ai envie de dire que nous, à mon époque, il y avait des moins bons, des meilleurs, des gens qui travaillaient un peu plus. Il y avait toujours des niveaux très hétérogènes dans une classe, mais ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des niveaux, il y a peut-être des précipices sur 30 élèves, véritablement des véritables précipices intellectuels, culturels, d'orthographe. C'est vos sujets, ça, Aude? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend des établissements, mais il y en a où c'est très net. Évidemment, il y a des différences de niveau très importantes. Mais au fond, cette mesure, elle représente bien toute notre législation qui est tiède. C'est comme l'uniforme. On fait l'uniforme, mais c'est sur le volontariat, et puis c'est gratuit. C'est très rare, les pays où l'uniforme est gratuit. Généralement, c'est à la charge des parents. Et bien, pour les groupes de niveau, de besoins, c'est la même chose. Si on y croit vraiment à ça, et bien, il faut faire des classes de niveau. Parce que matériellement, en termes d'organisation, c'est un vrai casse-tête pour les chefs d'établissement. C'est presque impossible pour certains de mettre en place ces classes de niveau. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de collèges, il y a des professeurs qui sont sur plusieurs établissements à la fois. Et donc, si vous organisez vos groupes de niveau, il faut qu'en plus, vous songiez que ce jour-là, où ces niveaux, eh bien justement, il y en a un qui est dans l'autre collège ce jour-là. Donc, c'est très compliqué à mettre en place. Si vraiment on est convaincu qu'il faut séparer les élèves, c'est discuter sur le plan pédagogique, mais pourquoi pas? Si on y croit complètement et on fait des classes de niveau. Voilà. Il faut être logique avec soi-même. Mais cette demi-mesure, c'est ce qu'il y a de pire parce que voilà, ça ne va servir à rien, effectivement, sauf à compliquer les choses. Oui, les moins bons, finalement, ne rattraperont jamais les meilleurs. Et les meilleurs, eux, risquent aussi d'être freinés. C'est peut-être ça le risque aussi, Aude, être freinés dans leur progression. Sinon, s'ils sont dans leur petit groupe de niveau, ils vont continuer à monter. Mais il faut savoir quel est l'objectif. Quand on regarde ce que dit le ministère, l'objectif, c'est de réduire les inégalités. Si c'est ça, ça ne marche pas. D'accord ? Si c'est chacun doit progresser à son rythme, mais dans ce cas, on fait des classes de niveau. Voilà. Mais l'idée de les séparer à un moment et de les faire se retrouver à d'autres moments, c'est pour moi, du point de vue pédagogique, c'est quand même compliqué à gérer. Parce que, effectivement, sur une année scolaire, vous allez accroître les inégalités entre les forts et les faibles. Et oui, effectivement, comme vous dites très justement, il y a cette idée aussi de classe de niveau, où là, manifestement, ça demanderait d'ailleurs d'énormes moyens. Je crois que l'éducation nationale n'arrive pas à payer, enfin,
l'État n'arrive pas à payer correctement ses professeurs. On rappelle quand même que les professeurs en France sont quand même parmi les moins payés de l'Union européenne. On se compare toujours aux autres, mais manifestement, dans ce cadre-là, on n'est quand même pas des champions du monde. On est loin de la médaille d'or olympique de la rémunération des enseignants. On est d'accord. Donc, même si Amélie Oudéa-Castéra s'est trempée dans la Seine, on a quand même beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Finalement, les classes de niveau, peut-être serait la solution, mais vous le dites, hein, il faudrait beaucoup de moyens et beaucoup de professeurs mieux payés et peut-être mieux formés aussi, Aude. Eh oui, non, tout est lié. Alors, bien sûr, le problème de la rémunération est crucial. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait tant de mal à recruter des profs, que les concours ne fassent pas le plein, que les contractuels ne remplissent pas d'une année sur l'autre. Ça, évidemment, on n'aura jamais une école de bon niveau si les enseignants sont mal payés. La dégringolade du niveau de vie des enseignants, elle est terrifiante. Je rappelle, dans les années 80, un enseignant gagnait 2,2 fois le SMIC. Maintenant, il gagne 1,1, 1,2 fois le SMIC. Il gagne à peine plus que le SMIC. Tout ça pour travailler dans des conditions qui se sont énormément détériorées, avec des élèves qui les respectent de moins en moins, des parents qui sont de plus en plus agressifs. Donc, grosso modo, voilà, c'est pareil que le SMIC, hein, si on tient compte de tous ces inconvénients. Et puis, sur la formation, bah, évidemment, oui, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les jeunes enseignants que nous avons aujourd'hui étaient au lycée, au collège, il y a très peu de temps, avec déjà des enseignants mal formés, déjà des enseignants qui écrivaient avec des fautes d'orthographe. Et puis, par ailleurs, la formation qui est dispensée dans les INSPE, hein, les nouveaux IUFM, donc les écoles de formation, manifestement, elles n'arrivent pas à combler le retard qu'ont ces étudiants en arrivant dans ces formations. Et ça ne m'étonne pas, moi je le vois avec mes propres étudiants, nous avons déjà tellement de mal à ce qu'ils écrivent correctement le français, il n'y a pas de raison pour que les étudiants qui se destinent à être profs aient un meilleur niveau de calcul, d'orthographe et de grammaire. Oui, je vous renvoie, chers amis, à l'interview que j'avais faite avec Aude l'année dernière, Aude Denisos, notamment sur le niveau de certains de nos étudiants. On rappelle, hein, vous êtes professeur de droit à l'université et vous nous racontiez des anecdotes absolument stupéfiantes sur plus que des ados à ce niveau-là, chez des jeunes gens tout de même, qui ne comprennent pas ce qu'ils écrivent, qui font des fautes d'orthographe, qui confondent le A préposition et le A auxiliaire ou A verbe. Enfin, et je vous invite donc, parce qu'on ne va pas en parler là, parce qu'on a déjà fait cette interview-là, donc je vous renvoie sur Toxin à cette interview et on va continuer, bien entendu, à en parler. Il nous reste encore quelques minutes. Merci, Denisot, d'être ce matin avec moi. Je voulais qu'on parle ensemble de ce fameux sondage OpinionWay, étude d'Hexagone, hein, c'est une agence, Hexagone, la France en chiffres. Il y a une étude qui a été publiée le 1er septembre dernier. Et peut-être que vous êtes entendu, Aude, comme quelques autres voix dans l'éducation nationale, le niveau s'effondre. Il y a le classement PISA, mais manifestement, certains avaient du mal à ouvrir encore les yeux. Et beaucoup de parents également avaient du mal à ouvrir les yeux. On en a déjà parlé ensemble. Hein. Et là, cette étude et ce sondage montrent très clairement que, en plus du classement PISA, littéralement, la France, en termes d'éducation nationale, s'effondre à peu près partout, notamment en orthographe, notamment en sciences, notamment en mathématiques. Incroyable. Je vous invite. C'est vraiment absolument dingue ce que nous. Alors j'ai déjà une première cartouche. Voilà. La baisse du niveau est multifactorielle d'après les parents et les enseignants. Alors là, on a plusieurs avis, effectivement, sur les raisons de la baisse du niveau entre les parents d'élèves, vous voyez, en bleu, et les enseignants en blanc, pardon. Manque de discipline en classe, Aude. Est-ce que ça, pour vous, c'est véritablement un des problèmes, un des multiples problèmes, multifactoriels, j'ai envie de vous dire? Oui, je crois que c'est un problème très aigu, notamment parce que ce sont les élèves qui le remontent. Et il faut savoir que dans les évaluations PISA, il y a bien sûr des exercices, mais on pose aussi des questions aux élèves pour leur demander s'ils prennent des repas en famille, qu'est-ce qui les gêne en cours. Et en France, le bruit en classe. Oui. Donc, tout ce problème de la discipline, c'est vraiment très, très important. Je n'ai pas le chiffre PISA en tête. Il y a
a énormément d'enfants qui se plaignent en classe de ne pas pouvoir suivre correctement à cause de l'indiscipline. Et moi, je le mesure à l'université parce que dans mes cours, voilà, il ne faut aucun bruit, absolument aucun, même pas un petit bavardage. Et les étudiants de première année, voilà, ils ont du mal, hein, ils sont étonnés quand je leur fais signe, etc. Voilà, pour eux, c'est une découverte qu'en classe, on ne parle pas. Et quand on discute avec eux, ils nous disent, mais nous, on pouvait parler en classe. Voilà, c'était permis. Donc, oui, le problème de discipline, sans parler, bien sûr, des problèmes de discipline plus compliqués, quand on doit gérer un élève qui se comporte très mal, alors là, ça prend énormément de temps. Il faut voir les minutes qui sont perdues à établir la discipline. C'est terrifiant. Vous donniez la fois dernière le temps effectif de cours pendant 1 heure, c'était édifiant, je ne me rappelle pas, c'était tellement peu que je me suis dit finalement c'est le temps qu'on apprend du moins à écouter et à apprendre quelque chose. Il est extrêmement restreint par rapport à l'heure qui est allouée au professeur pour enseigner. C'est stupéfiant. Oui, tout à fait. Après, ça va dépendre de chaque prof, chaque établissement, chaque classe. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui le disent. Déjà, quand ils ont réussi à calmer les élèves, les faire s'asseoir, les faire sortir leurs affaires, leurs cahiers, et établir un petit peu le silence, faire l'appel, ça prend un temps pas possible. Et ben voilà, il y a déjà un bon quart d'heure, 20 minutes qui se sont écoulées. Donc, un cours, c'est pas vraiment 1 heure, c'est plutôt 52 minutes, 53 minutes. Donc, voilà, la moitié du cours pratiquement qui est passé. C'est incroyable. Alors, deuxième point, on va passer vite là-dessus. On en a parlé, l'exposition aux écrans et le manque de sévérité des parents. Voilà 2 autres points, effectivement, qui ressortent dans cette étude. Les écrans, idem. On est complètement absorbé dans l'écran et manifestement, le cerveau est en coton un peu. C'est un peu ça. Pour apprendre, c'est pas la meilleure méthode. Tout à fait. Je renvoie aux travaux qui ont été faits, au livre des Murchet, la fabrique du crétin numérique, qui est excellent. Et alors, le problème, c'est qu'il y a non seulement les écrans à la maison, mais il y a les écrans de l'école. Alors, il y a les écrans à la fois à l'école. Vous avez quand même des écoles où on travaille avec des tablettes et éventuellement même des téléphones, puisqu'il y a les usages numériques du téléphone portable. Mais surtout, ce qui est très grave, c'est que l'école elle-même incite, oblige les élèves à utiliser les écrans à la maison. D'ailleurs, vous avez énormément d'enseignants qui demandent aux jeunes de faire quelque chose de complètement stupide, des recherches sur Internet. Il y a quand même beaucoup de travail, il faut faire des recherches sur Internet. Les devoirs sont sur Internet, les consignes des professeurs sont sur Internet. Et donc aujourd'hui, beaucoup de collégiens, ils arrivent à la maison et de lycéens. La première chose qu'ils doivent faire, c'est ouvrir l'ordinateur d'abord pour savoir quels devoirs ils doivent faire. À partir du moment où l'ordinateur est ouvert, évidemment, on est incité à aller voir d'autres choses, jouer, etc. Il faut supprimer ces ENT, ces espaces numériques de travail. Il faut interdire les recherches sur Internet. Ça ne sert à rien. Les enfants ne sont pas des chercheurs. On devient chercheur après avoir fait une thèse de doctorat, je le rappelle, ou pendant sa thèse. Mais avant le Master 2, on n'est pas chercheur, on est là pour apprendre. Et on n'apprend pas avec Internet, sauf dans certaines vidéos pédagogiques très bien faites. Mais ça, justement, c'est déconseillé par l'Éducation nationale. Oui, et ça, c'est terrible. Là, il nous reste encore 3-4 minutes. Merci, Aude, d'être ce matin avec nous sur Tocsin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager, à liker, à parler de Tocsin autour de vous et, bien entendu, à nous faire des dons. Je voudrais qu'on parle, pendant 3 minutes, c'est court, mais vous reviendrez, vous le savez, je voulais qu'on parle de l'orthographe parce que là aussi, dans cette étude d'Hexagone, absolument édifiant ce qu'on y lit, c'est-à-dire que ça, je vous mets ce tableau-là, le niveau d'orthographe, s'est effondré en une trentaine d'années. Là, c'est la distribution des scores à une même dictée élève de CM2 comparatif entre 1987 et 2021. Regardez entre la part faisant moins de 2 fautes, notamment en 2021, c'était 2%, et ensuite part faisant plus de 25 fautes, 27%. Mais c'est absolument dingue avec ce rapport qu'il y a avec 87, c'est-à-dire
plus de 25 fautes, on est passé de 7% à 27%. Mais c'est absolument colossal, c'est une étude Hexagone. Vous, ça vous étonne pas, Aude, vous écrivez là-dessus, vous dénoncez ça, mais quand on voit les chiffres, c'est édifiant, hein. Oui, oui, bah, quand on lit les copies aussi, voilà, on Ouais. est absolument effrayé. Mais au fond, ce n'est pas surprenant. Il y a une vingtaine d'années, il y a un instituteur qui a écrit un livre extraordinaire, Marc Lebris, Et vos enfants ne sauront plus lire et compter. Ouais. Et voilà, il explique quelles méthodes sont imposées par l'éducation nationale et il dit, attention, vos enfants ne sauront plus lire ni compter. Ouais. Et voilà, on est 20 ans après, c'est les chiffres que tu montres là, voilà. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire nous avons le résultat de méthodes pédagogiques stupides, dans lesquelles l'orthographe, la grammaire ont été pratiquement bannis. Je te rappelle qu'aujourd'hui encore, on dit que c'est l'élève qui doit découvrir ses propres savoirs, donc les règles d'orthographe, de grammaire, il les découvre tout seul, on voit bien ce que ça donne. Et à ce problème-là, eh bien, s'ajoute le problème des écrans. Et là, je renvoie encore à l'autre livre de Michel Desmurgier, Faites-les lire, et il montre que tout ce temps d'écran, il n'est pas passé notamment en lecture et que la lecture est indispensable pour savoir bien parler, pour avoir aussi les mots de vocabulaire exact. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est cette baisse du niveau en vocabulaire. Beaucoup de mots qui sont utilisés les uns à la place des autres, c'est vraiment impressionnant. Et effectivement, ça donne aussi, rapidement pour conclure, la société d'aujourd'hui. Elle est touchée, bien entendu, elle est vérolée aussi par cette baisse du niveau. On a vu les chiffres sur l'orthographe. Forcément, aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à avoir, je sais que beaucoup de gens qui nous regardent sont catastrophés par l'état de citoyenneté, l'émancipation qui n'est pas là. Mais finalement, quand on vous entend, Deniso, on se dit, mais la partie de la population aujourd'hui qui accepte ce qui est en train de se passer, manifestement, peut-être, a été victime de ce qui se passe là, ce qu'on constate là. Est-ce que vous constatez, Deniso ? Oui, oui, tout à fait. C'est terrifiant. Je pense qu'il faut agir très vite. Il faut très vite reprendre les choses en main parce que petit à petit, la part de la population qui saura maîtriser le français correctement va se réduire. Et ça sera réservé à une élite privilégiée parce qu'attention, il existe encore quelques écoles, quelques bons enseignants, mais j'insiste quand même dans les très bonnes écoles, les élèves sont moins bons qu'avant. On voit bien l'effet de la rémunération. Les profs, y compris dans les très bons établissements, sont de moins en moins compétents eux-mêmes. Et puis, le problème des écrans, qui est terrible et qui, malheureusement, aussi touche presque tous les milieux. En tout cas, chers amis, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, n'hésitez pas à vous procurer le livre d'Aude Deniso. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire les ravages de la photocopie? On n'en a pas parlé, mais vous allez tout comprendre dans ce livre-là. Aude Deniso, Henrique Édition. Merci beaucoup, Aude, d'être venue ce matin sur Tocsin pour nous apporter de la joie et de la bonne humeur éducative et pédagogique. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Mais en tout cas, on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, nous vous solliciterons dès que possible pour de nouvelles aventures de l'éducation nationale et de l'effondrement du niveau. Merci, passe une excellente journée. Merci beaucoup, au revoir à tous.